commencer donc cette école d'été, Anita González-Raymond, la directrice de l'école de doctorat qui vient d'ouvrir cette journée, nous a demandé donc de faire une petite exploration sur le mot d'éthique qui sera au cœur de vos travaux pendant ces journées. Donc je me chargerai de mon côté, en tant que linguiste, de l'aspect lexical de l'enquête, tandis que Anastasios Brenner, mon collègue philosophe, ouvrira les pistes d'exploration philosophique. Qu'est-ce donc que ce mot d'éthique ? D'où vient-il ? Quel a été son trajet dans l'histoire de la langue ? Quelle relation entretient-il avec ce mot si proche et pourtant si différent de morale ? Ce sont ces questions que je voudrais aborder dans cette intervention. En tant que spécialiste de la langue française, je parlerai du parcours de ce couple lexical, éthique-morale, dans l'histoire de la langue française, laissant à d'autres le soin de faire cette exploration dans d'autres langues. Je procéderai de façon peu surprenante en 3 temps. Donc je commencerai par le moment de la dominance de ce terme de morale, une longue dominance de morale, l'émergence plus récente d'éthique et la concurrence actuelle que nous trouvons entre les deux mots. Donc la morale, une vieille dame de plus de 500 ans. L'adjectif moral nous vient du latin moralis et il est apparu en français dans la suite, disons, du front primitif de la langue, du latin, donc il est déjà présent en ancien français. En revanche, le substantif moral, l'emploi de morale, la morale en tant que substantif est plus récent. D'après les lexicographes, il serait attesté depuis le XVIIe siècle et d'après le TLFI, le Trésor de la langue française, grand dictionnaire publié en 1994 et consultable en ligne. Donc, d'après le TLFI, la première attestation de la morale se trouverait dans le discours de la méthode, donc en 1637. En réalité, les moyens documentaires dont nous disposons aujourd'hui nous permettent de reculer cette première attestation et on trouve des attestations de la morale dès le XVIe siècle. Grâce à Frontex notamment, j'ai trouvé chez Philibert de Vienne, auteur d'un petit traité satirique qui s'appelle Le philosophe de cour, donc il se moque un peu des philosophes de cour, donc à la mode. Dans ce texte, Philibert de Vienne emploie morale en tant que substantif. Il écrit ceci : « La fin de la morale n'est autre sinon vertu, à laquelle l'on ne peut parvenir sinon par le moyen de cette science. » La morale, donc, se définit dans cette première attestation comme une science, mais une science qui est tournée vers une finalité précise. Il s'agit de parvenir à la vertu. Donc, un substantif qui a plus de 500 ans, mais il est vrai que sa diffusion réelle dans la langue française date du grand siècle, les morales du grand siècle, comme disait Paul Bénichou dans un ouvrage de référence. Donc de la morale héroïque de Corneille, hérité de la féodalité, à l'humanisme classique de Molière, aux maximes de La Rochefoucauld, aux portraits de La Bruyère, aux morales souvent désabusées de La Fontaine. Voilà les grands noms qui illustrent cette morale, ces morales d'un siècle qui est en mutation et qui s'invente des codes de conduite pour entrer dans un monde plus ou moins à côté de cette morale chrétienne. Donc ces morales font florès au XVIIe siècle et du point de vue du lexique, le mot lui-même est extrêmement productif. C'est à cette époque-là qu'apparaît le mot moraliste, par exemple. Il est inventé au XVIIe siècle. La première datation actuelle est de 1690, mais je ne désespère pas de la faire remonter.
On trouve aussi la dérivation immorale, qui date de 1622. Et le substantif moral lui-même s'enrichit de nouveaux sens. C'est à cette époque-là que la morale, d'après les fables de La Fontaine, prend le sens de leçon se dégageant d'une œuvre ou d'une petite histoire. Une morale nue apporte de l'ennui, écrit La Fontaine. Le conte fait passer le précepte avec lui. C'est pourquoi j'essaye de vous raconter une histoire plutôt que d'approfondir le sens de ces mots. Tandis que morale prospère, vous voyez que son trajet est tout à fait dynamique à cette époque-là, qu'en est-il de ce mot d'éthique qui est au cœur de notre sujet? Ce mot existe dans la langue française, il est attesté en tout cas depuis le XIIIe siècle, mais il faut bien dire qu'il est loin d'avoir le même succès. Si nous regardons le grand siècle, dans la première édition du dictionnaire de l'Académie, donc 1694, il n'y a pas en fait d'entrée éthique. Voilà. Les académiciens ont oublié volontairement, ont considéré que ce mot n'était pas suffisamment en usage pour le faire figurer. Alors, ils le mettent quand même dans la seconde édition, en 1718, et voici ce qu'ils écrivent donc à l'entrée éthique. Donc, éthique, de point, signifie morale et n'a d'usage que dans le dogmatique. Le dogmatique, c'est-à-dire la langue scientifique. Et donc, les académiciens donnent comme exemple les éthiques d'Aristote. Donc, un mot qui n'appartient qu'au vocabulaire spécialisé et qui n'entre que difficilement dans le dictionnaire. Et si on regarde par la suite, eh bien, les choses ne s'arrangent pas tellement. Si on va voir dans l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, donc au siècle des Lumières, alors on trouve une entrée éthique dans l'encyclopédie, et voici ce que disent les encyclopédistes. Donc éthique, substantif féminin, et la science des mœurs. Ce mot n'est plus usité, ou on s'en sert très rarement pour désigner certains ouvrages comme l'éthique de Spinoza. Il vient du grec ethos, mœurs. Voyez, morale, droit naturel. Droit naturel, beaucoup plus siècle des Lumières. Donc éthique, pour eux, est carrément tombé en désuétude. Cantonné au jargon savant, le mot semble en passe de disparaître de la langue française. Que s'est-il donc passé pour que ce mot éthique ait pris son essor et soit devenu omniprésent dans le discours public? J'en viens donc à mon deuxième point, l'émergence de éthique. Si l'on regarde l'évolution statistique de ces mots moral et éthique avec les moyens que nous avons aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas parfaits, mais qui nous permettent de suivre un petit peu les courbes de l'usage de ces mots-là, on voit que moral donc, est toujours un mot dominant, mais enfin qu'il y a eu une petite inflexion qui s'est faite sur ce mot de moral à partir des années 60-70. On voit que c'est un mot qui se situe assez haut et qui décline un tout petit peu à cette période-là. En revanche, éthique, c'est l'encéphalogramme plat au début, et puis il s'élève un petit peu, et après de façon beaucoup plus nette, à partir des années 50 et puis 60-70, là c'est vraiment un pic pour ce mot-là. Donc, que s'est-il passé Peut-être devons-nous revenir au contexte social dans lequel se développe l'usage de ces mots. Bien entendu, les événements de 68, dont les slogans étaient « jouir sans entrave » ou « il est interdit d'interdire », ces événements ont porté un rude coup au mot moral. Le déclin était de toute façon dans l'air du temps, et un président comme Georges Pompidou, en 1969, a fait disparaître la fameuse leçon de morale de l'enseignement primaire. C'est à ce moment-là que l'on donne
plus de place à la gymnastique, à l'enseignement des activités artistiques, et que pour faire cette place-là, eh bien, il faut faire disparaître la bonne vieille leçon de morale qui appartient à l'ancien monde, à l'école de Jules Ferry. Dans le même temps, d'autres révolutions sont en marche, notamment dans le domaine de la médecine, de la génétique, des technosciences. Et la tension entre ce qui devient possible avec ces moyens techniques, notamment pour les médecins et pour les généticiens, et ce qui paraît socialement acceptable, cette tension enclenche une réflexion qui va rechercher ce vieux terme dogmatique, ce vieux terme d'éthique. Le terme devient alors lexicalement productif dans notre histoire de la langue. On voit apparaître des formations dérivées, composées. Le mot bioéthique fait son apparition en 1982. Le mot éthicien, qui désigne le spécialiste des problèmes d'éthique, est formé en 1990. Ce mot, donc, éthique, entre dans le discours public, notamment à l'occasion des discussions sur les lois de bioéthique donc promulguées en 1994. Dès lors, il se répand dans toutes sortes de domaines, du sport à la finance, en passant par la cuisine, voire le jardinage. Vous pourrez trouver comment jardiner de façon éthique. Alors, que penser d'un tel succès ? Pour terminer, je citerai deux réflexions sur la concurrence actuelle entre morale et éthique. Je voudrais citer d'abord un article de Jean-François Mattei, un médecin qui a été le maître d'œuvre de ces lois de bioéthique et qui se désole aujourd'hui de voir galvauder ce terme d'éthique. Il a publié en 2015, le 10 mars 2015, un article paru dans La Croix qui s'intitule « Éthique, point d'interrogation, mais de quoi parlons-nous » Je vous en lis un large extrait parce qu'il me semble qu'il resitue bien l'inquiétude qui peut être celle des premiers promoteurs de ce mot éthique. C'est en essayant de trouver les réponses les plus adaptées aux nouvelles situations créées par l'assistance médicale à la procréation, aux transplantations d'organes, aux applications toujours plus nombreuses de la génétique, que l'éthique est apparue comme un questionnement. Contrairement à la morale, qui relève d'un impératif inconditionnel et apporte la réponse avant même que la question ne soit posée, ne pas tuer, ne pas exercer de violence, ne pas abuser d'un mineur, ne pas exploiter une personne vulnérable, l'éthique est un questionnement en quête de la réponse la mieux adaptée face à une question nouvelle. Or, le terme éthique est souvent utilisé en lieu et place de morale. L'éthique effraie moins et semble plus moderne quand la morale à mauvaise presse est parée ringarde. Le terme éthique lui apparaît comme une démarche dynamique de recherche, de réponse adaptée à des situations concrètes, alors que morale serait un socle préalable, des données, quelque chose de statique. Là où il met une différence sémantique, l'usage commun, lui, semble ne suivre qu'une mode, en quelque sorte. Alors, faut-il s'inquiéter de cette dérive ? Pour finir sur une note plus légère, je citerai les propos de Gérard Genette, qui lui aussi aborde cette question de la concurrence entre morale et éthique, à laquelle il consacre un petit article dans un recueil alphabétique que vous connaissez peut-être, qui s'intitule Bardadrac, et qu'il avait publié en 2006. Et donc, il fait figurer cette réflexion à l'article doublé. Alors, doublé, donc je vous lis cette réflexion de Genette. Doublé, fait d'accoler deux mots synonymes dont ce bégaiement depuis Cicéron est censé renforcer réciproquement la signification. Les plus médiatiquement actifs sont aujourd'hui morale et éthique, science et savoir, mondialisation et globalisation. Nul ne voit trop où est la nuance sémantique, et pour cause. Il y a là bien souvent une double origine linguistique. Une politicienne courageuse brave pourtant cet interdit en risquant l'antithèse. Ma pollution
ma position n'est pas morale, mais éthique. L'auditeur médusé se le tient pour dit et se garde de toute demande d'explication. L'explication vient un autre jour, sous cette forme. C'est une question de morale, au sens noble du mot, c'est-à-dire d'éthique. On voit ici poindre une distinction toute idéologique. La morale, ce n'est pas bien, c'est bourgeois. L'éthique, c'est mieux, c'est noble, vaguement scientifique et presque déontologique. Bon, Gérard Genette s'amuse, il nous propose une hiérarchisation assez surprenante tout de même entre morale, éthique et déontologie, qui serait au sommet de cette triade, et qui nous interroge un petit peu. Bon, quoi qu'en dise Gérard Genette, il y a toujours tout de même une petite différence entre éthique et morale, une différence sémantique réelle sur laquelle, je pense, Anastasios reviendra. Malgré leur étymologie jumelle, c'est vrai, les deux mots viennent d'un mot latin mos moris qui désigne les mœurs et d'un mot grec ethos qui signifie lui aussi les mœurs. Mais les parcours historiques de l'un et de l'autre les ont lestés d'usages différents qui déterminent pour chacun des programmes de sens distincts et empêchent, au moins dans certaines situations, d'employer l'un pour l'autre. Par exemple, pour prendre un exemple un peu trivial, nous trouvons facilement dans les rayons de nos supermarchés des produits éthiques, issus du commerce éthique. Mais on y chercherait vainement des produits moraux, issus d'un commerce moral. Sans doute l'oxymore serait-il un peu voyant. Nous trouvons désormais aussi dans nos universités des doctorats éthiques issus de la recherche éthique. Ne suffirait-il pas ici de parler de déontologie du chercheur ? Que voulons-nous dire quand nous parlons d'éthique de la recherche ? S'agit-il simplement de ce que disait Genette, un désir d'être vaguement scientifique ? Ou y a-t-il peut-être un petit supplément d'âme dans le choix de ce terme ? Je finirai sur cette interrogation. Bien. Il existe toute une panoplie de termes pour désigner l'action humaine dans l'ordre de l'obligation ou de la permission. Éthique, morale, comme on l'a dit, déontologie, mais aussi métaéthique, et dernièrement, la trouvaille de mes collègues, éthicum. Il reste à comprendre la signification de ces termes et surtout l'application qu'on peut en faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Afin d'y répondre, je m'inspirais d'une méthode proposée par Paul Ricoeur dans ses derniers travaux sous le nom de sémantique philosophique. Elle me permettra d'interagir avec ma collègue linguiste et de tenter de répondre à la question posée dans le titre de cette séance. Ricoeur recourait à cette méthode afin de surmonter un clivage profond qui s'était installé en philosophie entre la tradition analytique de la philosophie anglo-américaine et l'orientation historique de la philosophie continentale. Il s'agit pour lui d'étudier les concepts véhiculés par la langue, mais dans leur évolution historique, en prêtant attention aux débats auxquels ils ont été liés. On cherchera à déterminer le contexte d'émergence d'un concept et sa trajectoire, de manière à saisir la suite des transformations et la somme de leurs effets. L'attention se déplace des ruptures et des discontinuités vers la manière dont les savoirs et les méthodes antérieures sont remaniés, reformulés ou reconfigurés. L'obligation de proposer à nos doctorants une formation éthique est récente, toute récente. Pourtant, la nécessité de parler d'intégrité, d'honnêteté, de transparence semble tant aller de soi qu'on peut s'étonner qu'on ait attendu si longtemps. En réalité,
dans l'enseignement et la direction des travaux, toutes les disciplines rencontrent depuis longtemps ces questions et tentent d'y répondre. C'est que cette pratique informelle nous semble aujourd'hui insuffisante. Certes, la philosophie morale est une branche consacrée de la philosophie, mais à parcourir l'histoire de cet enseignement, on perçoit une certaine gêne de la part du philosophe. Quelle morale enseigner? D'où la formule métaéthique adoptée par certains penseurs qui implique une distance prise par rapport à la tradition et une approche plus descriptive que prescriptive. Mais nous avons affaire à l'action humaine. Kant parlait de raisons pratiques à propos de la morale. Et l'on attend du philosophe un enseignement qui nous aide certes à comprendre, mais aussi à agir. J'adopterai dans ce qui suit le point de vue du philosophe, qui est le mien, et plus précisément du philosophe des sciences, en vous livrant quelques réflexions qui me sont venues à la suite d'un enseignement d'éthique proposé plus largement, l'ensemble des étudiants en doctorat, et des discussions avec des collègues d'autres disciplines. Mon premier point. La philosophie étant un dialogue constant avec son passé, je reviendrai tout d'abord sur les origines de notre problème. Le mot par lequel nous désignons le champ du devoir-être vient du grec, comme on l'a rappelé, ethos, qui signifie caractère ou coutume. Le français l'a repris comme la plupart des langues européennes. C'est Aristote, au IVe siècle avant notre ère, qui le premier consacre une réflexion à part entière, à la conduite humaine dans son ouvrage ample et dense intitulé « Éthique à Nicomaque », Nicomaque étant son fils. Ce qui m'intéresse, c'est de sonder les raisons qui ont poussé Aristote à discourir sur l'éthique. C'est de savoir surtout dans quelle mesure ces raisons restent encore valables pour nous aujourd'hui. Aristote examine un certain nombre de vertus que doivent guider le citoyen, parmi lesquelles le courage, la justice, l'équité, la prudence, etc. Comme on l'a dit, Cicéron transposera plus tard cette discipline dans la culture latine sous la dénomination de morale. Depuis lors, la philosophie dispose de deux termes. On ne manquera pas de faire jouer les deux mots afin de multiplier les distinctions. L'histoire du concept est un chassé-croisé étonnant. Comme on l'a dit, XIIIe siècle, Nicole Orem, en traduisant l'ouvrage d'Aristote, diffuse le terme grec dans la langue française. Mais le discrédit dans lequel est tombée ensuite la scolastique a conduit à préférer le terme de morale qui s'est imposé dans l'usage classique. Comme on l'a vu, c'est une académie des sciences morales et politiques qui est fondée en 1832 et l'expression demeure en usage chez les philosophes pour désigner une branche particulière de la philosophie. Que nous apprend le contexte d'émergence de l'éthique? Je vous proposerai deux lectures. La première s'appuie sur les travaux de Jean-Pierre Vernant, un spécialiste donc de l'histoire ancienne. Elle consiste à invoquer une révolution intellectuelle marquant le passage de la pensée mythologique à la pensée philosophique. Une nouvelle organisation de l'espace va conduire à l'essor de la géométrie, ainsi qu'une laïcisation de la pensée politique et l'établissement de la démocratie. Aristote représente dans cette vision l'aboutissement de ce développement, ajoutant en épilogue de sa philosophie une théorie de la conduite individuelle ou éthique. Cette interprétation capte certes un aspect important et touche à un problème qui nous préoccupe toujours, à savoir le conflit entre religion et philosophie.
Mais il y a une seconde lecture, plus récente. Pierre Hadot est venu souligner le fait que la philosophie ancienne n'était pas conçue par ses acteurs comme un ensemble de thèses à mettre sous forme de dissertation. La philosophie était plutôt une manière de vivre. Hadot est donc amené à porter son attention sur la diversité des écoles philosophiques, sur la diversité des manières de vivre proposées. Or, l'éthique d'Aristote, qui a aussitôt suscité d'autres tentatives, signale moins un aboutissement qu'un commencement. Épicure, tout d'abord, a donné sa version de l'éthique, fondée, vous le savez, sur des principes entièrement différents. Ensuite est venu Zénon de Kiton, qui a formulé l'éthique stoïcienne. Nous sommes aux environs de l'an 300 avant notre ère, et déjà une pluralité d'éthiques sont possibles. Il était permis d'ailleurs de fréquenter l'une ou l'autre de ces écoles. Nous avons donc là un cas frappant de pluralisme et de tolérance dont l'étude peut certainement nous apprendre quelque chose aujourd'hui. Je passe à mon second point, cette évolution de la morale à l'éthique. La conception aristotélicienne a connu un regain d'intérêt depuis une soixantaine d'années, signalé notamment par Gertrude Anscombe, élève du philosophe logicien Ludwig Wittgenstein. On parle à ce propos d'une éthique des vertus, laquelle s'oppose à la morale kantienne. Ce que Anscombe reproche à Kant, c'est d'avoir formulé une morale abstraite et formelle, en posant comme unique fondement l'impératif catégorique, agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps toujours valoir comme un principe d'une législation universelle. On ne peut fonder la conduite sur la simple obéissance à une règle. Conception trop visiblement appuyée sur l'existence d'un législateur divin comme la source ultime de cette obligation. Anscombe n'est pas la seule à faire ce constat. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'accélération des progrès scientifiques et technologiques, la morale classique ne paraît plus répondre aux interrogations légitimes. D'où l'idée de reprendre le concept aristotélicien de vertu, qui a l'avantage d'exprimer un sentiment lui-même de devoir être. La théorie ayant pour but d'étudier les combinaisons et leur signification. Cependant, le texte d'Aristote peut être lu de manière différente. Et l'on est étonné par l'attitude systématiquement négative qu'adopte Anscombe à l'égard des nouvelles techniques médicales. Elle a pourtant eu des émules, et une ligne d'interprétation en est résultée, rapprochant Aristote de Thomas d'Aquin. On sort d'une morale traditionnelle pour tomber dans une éthique traditionnaliste. Or, notre lecture d'Aristote doit tenir compte non seulement des similitudes, mais également des différences de situation entre l'homme d'hier et l'homme d'aujourd'hui. Faute de quoi, on tombe dans l'erreur de l'anachronisme ou de la nostalgie contre laquelle nous mettent en garde les historiens, les sociologues, les économistes. Ce qu'on traduit habituellement par vertu, arrêté, arrêtique, chez Aristote, a fini par prendre un sens figé, alors qu'il s'agit d'un principe d'action. Après tout, Aristote parle de l'amitié comme vertu, ce qui relève moins d'une règle morale que d'un besoin ou d'une modalité d'existence. On pourrait donc élargir le champ d'application de la vertu, entendue comme
une valeur. Ce que font nombre de penseurs actuels, en parlant de vertus esthétiques et épistémiques, à côté des vertus éthiques. Cela conduit à remettre en cause les distinctions tranchées, trop longtemps faites, entre science, art, politique et éthique, ouvrant par là une nouvelle perspective de recherche. C'est une manière de libération pour le philosophe des sciences, qui n'a plus à s'en tenir à la théorie dans sa structure simplement axiomatique. Je passe à mon troisième point, justement l'éthique des sciences. Deux historiens et philosophes, Lauren Daston et Peter Galison, font partie de ces auteurs qui utilisent le terme de vertu, au sens large de valeur. Ils sont revenus sur les questions qui nous intéressent dans une ambitieuse étude sur l'objectivité, publiée en 2007 et traduite en français un peu plus récemment. Avant qu'émerge la notion moderne d'objectivité, nous apprennent-ils, l'exigence principale était celle de conformité avec la nature, qui a imprégné la science des XVIIe et XVIIIe siècles. Surgit ensuite l'objectivité mécanique. Celle-ci se caractérisait par un effort pour réprimer la subjectivité justement de l'observateur, en mettant en avant des procédures automatiques d'enregistrement des données ou en privilégiant des structures formelles. Une réaction commence au début du XXe siècle et se répand de plus en plus en faveur du jugement instruit, qui met l'accent sur l'observation guidée par l'expertise. L'enquête met ainsi en évidence l'émergence progressive de ces vertus épistémiques et leur mise en œuvre dans la pratique scientifique. La transformation est frappante et l'on est enclin à admettre que cette évolution se poursuive. Ainsi, Daston et Galison écrivent-ils: les philosophes moralistes ont plaidé pour une pluralité irréductible de visions du bien, pouvant être soumises à une discussion raisonnable dans des cas spécifiques, mais jamais éliminées dans son principe par la seule raison. De même, nous croyons qu'une pluralité de visions de la connaissance, comprise dans une acception très large de conformité à la nature, semble être un aspect permanent de la science. Plusieurs auteurs ont repéré des tendances analogues dans la science actuelle. Par exemple, Bernadette Bensod-Vincent, Gilbert Hautois ou encore Bruno Latour. Que doit-on entendre par science raisonnée? Sinon une attitude qui repose sur une compréhension de la science dans ses divers aspects, théoriques, mais également pratiques, cognitifs, mais également éthiques et politiques. Certes, l'effort de distinguer plus clairement entre les différentes formes de réflexion philosophique qui caractérisent la pensée contemporaine a donné lieu à un discours plus ajusté, en prise avec l'activité scientifique. Mais cette exigence a conduit à un cloisonnement entre épistémologie, éthique, philosophie politique et histoire de la philosophie. La description de la science actuelle, son analyse, le repérage des tendances nouvelles, accomplies par de nombreux auteurs, soulèvent des interrogations. On pose souvent la question sous forme d'une alternative. Faut-il s'adapter, nouvelles tendances, ou réagir contre ces tendances? Ne serait-il pas plus judicieux de parler d'une appropriation de la nouvelle situation? Divers penseurs ont donc contesté une séparation trop nette entre approche descriptive et approche normative, refusant de séparer l'analyse épistémologique d'une étude éthique et politique, notamment de la science, y compris des sciences humaines. Ainsi en sont-ils venus à interroger à nouveau frais les notions constitutives de notre modernité
l'objectivité, l'exactitude, la vérité et le progrès. J'en viens à ma conclusion. L'évolution des valeurs au cours du temps, l'émergence de nouvelles valeurs ne doivent pas nous conduire à croire à une remise en cause perpétuelle, à l'absence de toute justification de nos décisions. Les anciennes valeurs ne disparaissent pas entièrement. Les nouvelles valeurs se superposent. Les stades antérieurs sont recouverts mais non supprimés. Nous avons affaire à une série d'emboîtements, tels des poupées russes, une rationalité stratifiée. Ainsi s'explique l'apparente stabilité des valeurs. En un sens large, la connaissance continue à puiser dans le fond commun de la raison humaine, fait de bon sens et d'expériences anciennes. En un sens étroit, elle renouvelle constamment ses valeurs. Nous assistons à un remodelage en profondeur de l'acteur de l'activité scientifique. L'interdisciplinarité est accentuée. Il ne s'agit plus d'associer des disciplines proches par leurs méthodes et leurs objets, mais des domaines très éloignés, impliquant une collaboration entre scientifiques, ingénieurs et, espérons-le, spécialistes de sciences humaines. Il en résulte un antagonisme de valeurs qu'il convient de surmonter sans refus ni abdication. C'est dans cette interaction que doivent se construire des valeurs nouvelles partagées en consonance avec les possibilités ouvertes par l'inventivité humaine. Merci.